Suite. Oh, je dois éternuer. Mm. Gauvin se pencha vers la dame de Mallehaut. Dame, j'ai l'impression que tu as mal agi en voulant que ce chevalier fût le champion de toutes les dames, sauf de la reine Guenièvre. La dame de Mallehaut sourit. J'ai fait selon ma conscience, répondit-elle. À toi, seigneur Gauvin. C'est faux, elle a fait ce que lui avait dit sa cousine Germaine. À toi, seigneur Gauvin, de faire selon ton vœu. Gauvin se pencha alors vers l'oreille de Guenièvre. Reine, dit-il, je suis sûr que ce chevalier accomplirait des prouesses si tu lui faisais commandement de combattre pour l'amour de toi. Cela lui procurerait honneur et joie. Quant à moi, je veux lui envoyer 10 bonnes lances et mes 3 plus beaux cheveux couverts de mes armes. J'ai l'impression qu'il emploiera bien tout cela. Beau neveu, dit la reine, il sera fait selon ton vœu. Ordonne ce que tu veux en mon nom. Gauvin fit transmettre son message au chevalier, qui continuait à rêver sur le gué. Quand il l'eut entendu, Lancelot prit la plus forte des 10 lances et se précipita à l'endroit où la bataille était la plus rude. Les gens du roi Idier de Cornouailles combattaient ceux du roi de Bodemagu de Gore. Et il y avait là de nombreux compagnons de la table ronde, en particulier Yvain, le fils du roi Urienne, Dodinel le sauvage, Gaëriette, frère de Gauvin, et Girflette, le fils de Donne. Parvenu dans la mêlée, Lancelot s'élança dans une course folle et fit voler tout ce qu'il heurtait, abattant hommes et chevaux à la fois, arrachant les hommes, trouant les boucliers et accomplissant tant d'exploits que tous les assistants se demandaient si ce chevalier n'était pas le diable en personne. Mince, mince, mon mouchoir. Oh, purée, j'ai fait le ménage et j'ai perdu mon mouchoir. Ah. Oups là. Bon, c'est un mouchoir géant. Hop. Et mon livre s'est refermé. Il va falloir chercher. Ben, suis où? Ah non, c'est bon. Ah, ils arrêtent pas de me plaindre, hein, décidément. Ouh là là. Mais en fait, je dors par intermittence. Je dors 2 heures, je me réveille, je dors 2 heures, je me réveille. En gros. Euh, Mais même si c'est la deuxième partie, ça va être long quand même, hein. Mais je serai contente quand ce sera fait. Et j'en connais un qui sera content. C'est Tonton Rémi. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire, cette bataille-là, elle me fait penser. Bah, j'ai pas. j'ai- Ah, bah après, il y a des notes de Jean-Marc Hall. Mais je pense que Jean-Marc Hall va nous dire que ces batailles sont historiques et attestées. Parce que Arthur est quand même est tout de même reconnu par les plus sceptiques comme une sorte de Vercingétorix. Non, ça c'est moi qui dis, mais c'est moi, je synthétise là. Qui n'aurait pas été clairement roi de Bretagne, mais qui aurait su fédérer à un moment donné où il y avait ce type de bataille opposant plein de rois les uns aux autres. Voilà, il aurait fédéré sans régner réellement. Voilà, ça c'est la théorie sceptique, dirons-nous. Mais il faut savoir qu'à l'époque, bah, moi je le sais grâce à la généalogie, qui peut remonter très 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 loin.
Dès qu'on trouve des nobles, c'est pas si compliqué, hein, de trouver des nobles dans son arbre. Un noble, c'est un seigneur, hein. Et des seigneurs, t'as vu le nombre de villes qu'il y a, de patelins qu'il y a, par patelin, il y avait un ou deux seigneurs, quoi. Donc on a tous des seigneurs et de fil en aiguille des rois dans son arbre généalogique. Il n'y a pas de quoi s'en vanter en fait, à la vérité. Et du coup, par le biais de la généalogie, j'ai quand même pu constater qu'à l'époque mérovingienne, les mariages se faisaient quand même entre nationalités fort différentes et lointaines. Je sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est pour dire que il s'agissait d'une société beaucoup plus cosmopolite qu'on ne pourrait le croire. C'est raison pour laquelle les sceptiques, à mon avis, font un peu chier avec leur scepticisme en parlant d'Arthur comme d'un roi archaïque qui n'aurait en aucun cas pu être un vrai roi. D'autant, enfin voilà, moi j'ai envie de dire, si cette trace est attestée sur plusieurs territoires hors Bretagne, le scepticisme, il a plus vraiment lieu d'être. Lorsque son premier destrier eut été tué sous lui, Lancelot sauta sur celui que lui présentait l'un des écuyers de Gauvin. Il l'étreignit rudement et replongea dans la mêlée, aussi frais que s'il n'eût pas encore mis l'épée à la main. Or le cheval était couvert des armes de Gauvin, ce qui étonna fort les gens du roi Arthur et tous ceux de la table ronde. Ah, j'ai les oreilles bouchées en fait, je m'entends pas parler. Mais celui qui fut... Qu'est-ce qu'on fait quand on a les oreilles bouchées? On fait ça. Ah, il paraît que le cerveau il peut exploser quand on fait ça. Bah oui, mais en même temps je pète la forme. Je suis malade mais je pète la forme. C'est bizarre. Alors, il l'étreignit rudement et replongea dans la mêlée, aussi frais que s'il n'eût pas encore mis l'épée à la main. Or le cheval était couvert des armes de Gauvin, ce qui étonna fort les gens du roi Arthur et tous ceux de la table ronde. Mais celui qui fut le plus ébahi, ce fut Galehote, le seigneur des îles lointaines. Il ne pouvait pas croire qu'un seul homme eût pu porter tant de coups à la fois. Aucun de ses fidèles ne pouvait endurer les assauts de ce chevalier aux armes noires, qui passait au travers de leurs rangs, droit comme un carreau d'arbalète. Galehote, qui se tenait sur une butte, de l'autre côté de la rivière, disait à ses compagnons « Jamais je n'ai vu un seul homme accomplir tant de prouesses. Dieu m'est témoin que si je pouvais le prendre parmi mes proches, je le ferais sans plus hésiter, car je sais reconnaître où se trouvent la valeur et le courage. » Et ce disant, le seigneur des îles lointaines se prit à rêver. Cependant, le sénéchal Caille, qui ne participait pas à la bataille, appela l'écuyer qui avait amené le destrier à l'inconnu. « Écoute bien, lui dit-il, va rejoindre Hervé de Rinel, que tu vois là-bas, auprès de cette bannière mi-partie d'or et de sinople. Tu lui diras qu'on a bien des raisons de se plaindre de lui. Ne laisse-t-il pas sans secours le meilleur chevalier qui ait jamais porté bouclier au cou, et avec lui la fleur des compagnons du roi Arthur? Dis-lui encore qu'il sera tenu pour lâche et mauvais jusqu'au jour de sa mort. » L'écuyer se hâta de délivrer son message. Quand il entendit Hervé de Rinel, c'est un peu gaulois ça, enfin je veux dire un peu français, non? Hervé de Rinel eut un accès de colère. Dieu m'aide, s'écria-t-il, je suis trop vieux pour commencer à trahir mon seigneur le roi. Retourne d'où tu viens et dis au sénéchal que ce n'est pas aujourd'hui qu'on me traitera de lâche et de traître. L'écuyer apporta la réponse et Caille se mit à rire. Puis il demanda à l'écuyer qui pouvait bien être ce chevalier aux armes noires et pourquoi Gauvin lui envoyait ses destriers avec une attention si complaisante. L'écuyer lui répondit qu'il n'en savait rien. Alors Caille demanda ses armes, fit amener son cheval et sans plus tergiverser, s'élança lui-même dans la bataille.
J'en profite pour... Je pense que la vidéo est prête. Bientôt. Bah, c'est bon. Ah, parce que je suis en train de charger des vidéos, c'est super long, donc fou. Alors, euh, Gauvin, qui se désolait de ne pouvoir combattre à cause de ses blessures, ne pouvait s'empêcher de sourire d'aise. Quant à Galeotte, il continuait à s'étonner de voir ces hommes reculer, car ils étaient plus nombreux d'un quart que ceux de son adversaire. C'est vrai que c'est étrange pour un roi de Bretagne d'avoir des adversaires plus nombreux quand même. Comprenant que la partie risquait d'être perdue, il se porta du côté où combattait le chevalier aux armes noires. Celui-ci, dont le troisième destrier venait d'être tué, était entouré d'une telle presse que les siens ne pouvaient même pas l'approcher pour le remettre en selle. Mais il frappait à droite et à gauche, si rapidement que son épée sifflait autour de lui. Émerveillé d'une telle prouesse, Galeotte décida de ne plus le perdre de vue, et il le suivit jusqu'à la fin du jour. Quand la nuit tomba, les combattants se séparèrent les uns des autres, et ils s'en revinrent vers leur logis. Lancelot partit à son tour aussi discrètement qu'il le put, car il ne voulait pas que ceux de la maison d'Arthur le reconnussent. Mais Galeotte, qui ne l'avait pas quitté des yeux et qui guettait son départ, le rejoignit dans un bosquet, derrière une colline. Dieu te bénisse, Seigneur, dit Galeotte. Distant, Lancelot le regarda et ne lui rendit qu'un vague salut. Qui es-tu demanda-t-il. Je suis Galeotte, le fils de la géante, seigneur des îles lointaines. C'est moi qui conduis tous ces gens contre lesquels tu as combattu tout le jour. Viens, je te prie, loger chez moi. Oh, fils de la géante, venu des îles lointaines, ne serait-ce pas un grec? Comment? S'indigna Lancelot. Tu es l'ennemi du roi Arthur, tu veux t'emparer de son royaume et tu me proposes une telle infamie? Ne te méprends pas, noble seigneur, je n'ai nulle pensée mauvaise. Je ne te convie pas en mon logis pour te faire renier celui pour qui tu as combattu avec tant de vaillance. C'est à cause de cette vaillance que je me permets de t'inviter, et non par vile pensée. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour héberger le meilleur chevalier du monde. Lancelot fit faire demi-tour à sa monture. Il faudrait d'abord prouver ce que tu dis, à savoir que je suis le meilleur chevalier du monde. Il m'a suffi de te voir pendant tout ce jour. J'ai la prétention de reconnaître la valeur d'un homme, quel que soit le pays de cet homme. Lancelot arrêta son cheval et détourna la tête. J'ai peine à croire ce que tu dis, murmura-t-il. Et pourtant, je suis tenté de te faire confiance. Assurément, tu le peux. Ah, c'est beau la confiance. C'est beau la confiance, hein. Surtout quand c'est réciproque. Hop là. Alors, on était où? Merde, j'ai perdu ma clope. Lancelot arrêta son cheval. Ah oui, oui, assurément tu le peux. Lancelot descendit de son cheval et Galeotte en fit autant. Seigneur, dit Lancelot, tu passes pour un homme sage et avisé, pour un guerrier sans reproche, et bien que tu sois l'ennemi du roi Arthur, je te tiens pour un homme loyal. Es-tu sincère quand tu me convies à ton logis, ou est-ce une ruse de ta part pour m'éloigner du roi Arthur? Tu me juges mal, décidément, répliqua Galeotte. Si tu viens avec moi, je m'engage à ce que tu puisses à chaque instant retourner vers les tiens. C'est une promesse solennelle que je te fais, et je la tiendrai sur mon honneur et sur mon âme. Dans ce cas, je te suivrai, mais j'y mets une condition, que tu m'accordes un don quand je te le demanderai. Je jure sur mon honneur et sur mon âme que quel que soit le don que tu me demanderas, il sera accordé. Oh, oh. Alors Lancelot suivit Galeotte, le seigneur des îles lointaines.
Cependant, cette scène avait eu un témoin, Gauvin, qui, de l'autre côté de la rivière, sur un tertre, avait vu Lancelot partir en compagnie de Galeotte, le bras droit autour du cou de celui-ci. Gauvin en demeura stupéfait. Il appela le roi Arthur et lui dit: Mon oncle, la trahison est parmi nous. Voici le chevalier aux armes noires qui fait alliance avec nos ennemis. Arthur regarda dans la direction que lui avait indiquée son neveu et ne put que constater qu'il avait raison. Il en fut tout triste et dolent. Dieu, soupira-t-il, que t'ai-je fait pour que tu m'abandonnes ainsi dans les épreuves qui sont les miennes? Si ce chevalier, dont je ne connais pas le nom, me fait défaut, je ne vois pas comment je pourrais vaincre celui qui prétend me déposséder d'un royaume que j'ai reçu de toi. Et Arthur se retira dans sa tente, pleurant amèrement et regrettant une fois de plus l'absence de Merlin. Quant à Gauvin, toujours sous le coup de l'indignation, il alla parler à la reine et lui dit: Voici que tout s'écroule autour de nous. Ah, dame, tu peux dire que tes hommes sont désormais perdus et vaincus. Galeotte a emmené avec lui le seul qui pouvait sauver le royaume de la servitude. Désormais, c'en est fait. Galeotte va déployer ses troupes dans le pays, et nous ne pourrons rien entreprendre pour nous préserver d'un destin mortel. Et tout en parlant, Gauvin pâlissait. Ses blessures le faisaient cruellement souffrir, et l'idée que tout était perdu ajoutait à son émoi. Il s'évanouit par 3 fois, et la reine et ses suivantes eurent toutes les peines du monde à le faire revenir à lui. Hop, ok, c'est fait. Hop, alors. Hop, c'est bon, je peux reprendre. Alors, pendant ce temps, le seigneur des îles lointaines menait Lancelot à sa tente, où après l'avoir fait désarmer, il lui donna une très belle robe brodée d'or et d'argent. Puis, quand ils eurent mangé et bu à satiété, Galeotte le conduisit dans sa propre chambre, où il avait fait dresser un lit recouvert de fourrure blanche. Ils conversèrent longuement, puis Galeotte prit congé de son hôte et sortit. Lancelot, resté seul, pensait au grand honneur qui lui était fait, et se prit à estimer Galeotte au plus haut point. Une fois couché, il s'endormit tout de suite, tout recru de fatigue qu'il était. Quand Galeotte sut qu'il était endormi, il revint dans la chambre et se coucha près de lui, le plus doucement possible, ainsi que 2 de ses chevaliers, sans personne d'autre. Le chevalier dormit toute la nuit profondément, mais il se plaignit souvent pendant son sommeil. Galeotte, qui ne dormait guère, l'entendit parfaitement et réfléchit aux moyens de le retenir près de lui. Ce passage, littéralement traduit de la version dite cistercienne, est assez révélateur. La plupart des traductions ou des adaptations l'omettent pudiquement ou en pervertissant le sens. Il n'y a aucune ambiguïté possible. L'amitié entre Lancelot et Galeotte est de nature homosexuelle. Ah, ouais, c'est marrant, j'y pensais en lisant. Ce qui est vérifié par la suite des événements. Bah, il n'y a pas qu'eux qui font ça, hein. Ils sont tous un peu comme ça, non? Ils sont tous plus ou moins bi, hein. Alors, le cas n'est pas isolé, et l'archétype irlandais de Lancelot, le héros Cuchulainn, a les mêmes rapports avec son frère d'armes, Ferdéad. Mais c'est un peu pour ça hein, que les mecs ils vont se battre comme ça, c'est parce qu'ils assument pas forcément au grand jour leur homosexualité, hein. Il faut bien trouver un prétexte pour se toucher. Alors,
Au matin, à la pointe du jour, Lancelot se réveilla et vit Galeotte près de lui. Il lui sourit et lui dit: Beau doux ami, te souvient-il du don que tu as juré de m'accorder? Certes, répondit Galeotte, je n'aurai garde de l'oublier, puisque j'en ai fait le serment. Quel est le don que je te dois? Lancelot hésita un instant avant de répondre. Les batailles que nous avons entreprises ne servent à rien, seigneur des îles lointaines. Il faudra bien qu'un jour tu en viennes à combattre le roi Arthur lui-même. Alors voici ce que je te demande. Au cours de ce combat, tu auras le dessus, et il sera hors de question que tu lui fasses grâce. Tu délaceras son homme et tu mettras ton épée sur son cou, prêt à lui trancher la tête. Alors j'interviendrai et je te dirai: donne-lui merci, et rends-toi à sa discrétion. Tu devras m'obéir puisque tu en as fait le serment. Ce don contraignant, qui était trop gros, quoi. Ah merde, l'encart de tout à l'heure, il n'était pas terminé. Et les repères historiques ne manquent pas à propos des Gaulois qui se livrent à l'amour viril, selon les Grecs, qui s'y connaissaient un peu, et même si on lit entre les lignes à propos de Vercingétorix. Qu'est-ce que je disais? Hein? La relation entre Lancelot et Galeotte, qui débouche sur le sauvetage du royaume d'Arthur et sur la concrétisation de l'amour de Lancelot et de Guenièvre, est certainement le plus étrange épisode des romans arthuriens. Et c'est la version la plus christianisée qui en rend compte, preuve qu'au XIIIe siècle, les valeurs morales habituelles n'avaient plus cours lorsqu'il s'agissait de décrire des situations mythologiques et nécessairement symboliques. Et donc, ce don contraignant, typiquement celtique, est obligatoire pour le roi. Voir la chevauchée du prince Kilour. Mais il peut acquérir la même valeur pour n'importe quel membre de la société, car c'est ce qu'on appelle le contrat oral, à vrai dire. Car il engage non seulement moralement, mais socialement et religieusement. On trouvera un arrangement analogue dans la grande épopée irlandaise, la razzia des bœufs de Cualnge, où Cuchulainn s'enfuit devant Fergus à condition que celui-ci fasse de même plus tard. Mais bon, comme je disais, on le voyait arriver gros comme une maison, celui-là. Galehotte resta un long moment interdit, en proie à des pensées tumultueuses. Aurais-je donc accompli tant de prouesses pour en arriver là? Murmura-t-il. Lancelot le laissa à ses réflexions et sortit de la tente. Quelques instants plus tard, Galehotte vint le rejoindre. Ami, dit-il, je vois bien que j'ai tant couru que je ne peux plus me retourner. Je n'ai rien à te refuser, mais plutôt que de continuer à me battre pour rien, je préfère tout de suite faire ma paix avec le roi Arthur. Ami très cher, répondit Lancelot, je t'en sais gré, et je t'affirme que désormais tu n'auras pas de plus fidèle compagnon. Et les deux hommes s'embrassèrent. Oh, c'est beau. Puis Galehotte revêtit sa plus belle robe, prit son meilleur palefroid, et sans autre arme que son épée, le visage découvert, il s'en alla vers le camp d'Arthur. Les guetteurs furent bien ébahis de voir le seigneur des îles lointaines seul au milieu de ses ennemis. Ils lui demandèrent où il allait et ce qu'il voulait. Conduisez-moi au roi Arthur, dit-il simplement. On le mena jusqu'à la tente où Arthur conversait avec son neveu Gauvin, qui, souffrant toujours de ses blessures, reposait sur un lit. Galehotte descendit de cheval, mit un genou en terre devant le roi et déposa son épée sur le sol. Roi Arthur, dit-il d'une voix ferme, Galehotte, fils de la géante, seigneur des îles lointaines, vient vers toi et te prie de l'écouter. Sache que je me repens d'avoir mal agi envers toi en voulant sans aucun droit envahir ton royaume. Sache que c'est librement et sans artifice que je me déclare ton homme lige et que je te reconnais comme mon seigneur légitime. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quand il entendit ces paroles, le roi Arthur fut rempli d'une joie immense. Il se leva et, sans rien dire, fit relever Galehotte et échangea avec lui le baiser de paix. Puis tous deux se mirent à parler longuement, tandis qu'on leur servait des breuvages. Galehotte demeura toute la journée auprès d'Arthur, et celui-ci voulut que le seigneur des îles lointaines couchât cette nuit-là dans la même tente que lui. Ouh là là! Quant aux chevaliers d'Arthur, ils manifestèrent leur joie en assurant Galehotte de leur amitié et de leur respect. Tout cela me fait, me fait penser à Alexandre le Grand. Le lendemain matin, Galehotte s'en revint à son camp et demanda des nouvelles de son compagnon.
On lui dit que toute la nuit le chevalier aux armes noires avait pleuré à la dérobée en répétant sans cesse Hélas, chétif que je suis, que puis-je faire? Galeotte entra dans la tente et vit bien que son hôte avait les yeux rouges et la voix enrouée, que les draps de son lit étaient mouillés de larmes. Alors il le prit par la main et, l'emmenant à l'écart, lui demanda très doucement Beau compagnon, d'où vient ce deuil que tu as mené toute la nuit? Mais Lancelot lui répondit que souvent il se plaignait ainsi pendant son sommeil. Galeotte insista pour en savoir davantage, mais l'autre ne voulut rien dire. Galeotte, le voyant alors s'abîmer dans une profonde rêverie, finit par se douter que son compagnon était atteint d'une maladie d'amour incurable. Il lui dit Ami, par la foi que je te dois, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ton chagrin n'ait plus de raison d'être. Seigneur, tu as déjà fait beaucoup pour moi. Aussi, vais-je te dire qui je suis. Lancelot du Lac, le fils du roi Ban de Bénoïc. C'est parce que j'ai toute confiance en toi que je te le révèle, mais je t'en prie, fais en sorte que personne ne le sache. Sois assuré, ami, que ce n'est pas de moi qu'on le saura. Dans l'après-midi, Galeotte retourna chez le roi Arthur. Tout à coup, Gauvin lui demanda comment il avait décidé de faire sa paix avec le roi. Il répondit que c'était par la volonté d'un chevalier. Guenièvre, qui se trouvait là, intervint alors. Ne serait-ce pas le chevalier aux armes noires? Oui, certes, c'est bien lui. Et quel est son nom? Dame, je ne le sais. Comment? Fit le roi. Tu ne connais même pas le nom de celui qui a réussi à nous accorder? Cela me paraît bien étrange. Je me demande vraiment qui il peut être. Assurément, il n'est pas de ma terre, car il ne s'y trouve pas un pro-chevalier dont je ne connaisse le nom. Mais Dieu m'est témoin, pour avoir la compagnie et l'amitié de cet homme, je donnerai la moitié de tout ce que je possède, hormis le corps de ma femme, la reine, dont je ne ferai don à personne. C'est ballot. Mais en même temps, t'arrêtes pas de pousser tout le monde dans les bras de ta femme, hein. Tout le monde approuva les paroles du roi. Mais Gauvin ajouta Moi, je voudrais être la plus belle femme du monde afin que le chevalier aux armes noires. Mais c'est dingue. M'aima toute sa vie. Non, mais c'est magnifique. C'est les chevaliers du Zodiaque version décomplexée, quoi. Bon. Galeotte, qui commençait à comprendre le secret de Lancelot, se tourna vers la reine. Et toi, dame, dit-il, que donnerais-tu pour qu'un tel chevalier fût toujours à ton service? Pardieu, répondit Guenièvre, je crois bien que Gauvin a bien dit tout ce qu'une femme peut offrir. En entendant ces mots, ils se mirent tous à rire. La reine se leva pour se retirer, mais elle pria Galeotte de l'accompagner. Quand ils furent un peu à l'écart, elle lui dit Galeotte, ma reconnaissance t'est acquise pour ton geste qui t'honore grandement, et je ferai pour toi plus que tu ne penses. Je suis certaine que le chevalier aux armes noires se trouve chez toi, et il se pourrait fort bien qu'il ne me fût pas inconnu. Si tu as quelque amitié pour moi, fais en sorte que je puisse le rencontrer. Dame, cela dépend de lui. Il n'est pas mon homme lige. C'est le chevalier que j'aimerais le plus connaître, seigneur Galeotte. D'ailleurs, qui ne voudrait connaître un homme si brave et si audacieux? Il n'est pas possible que tu ne saches pas où il est. Ne veux-tu point me le dire? Dame, répondit Galeotte, je pense qu'il se trouve en mon pays de Saurelois. Alors, dit la reine, je t'en prie, beau doux ami, envoie un messager pour lui dire de venir, et qu'il chevauche jour et nuit. Ouais, non, ça doit être un roi d'Irlande, ou de je sais pas quoi. Je sais pas. Peut-être pas forcément l'Irlande, mais au moins d'île. Ils disent île lointaine, mais. Ah bah. Oui, mais non. Quoi? Hmm. Alors, faut que je charge une vidéo là, vite fait. Pendant qu'on y est. Hop. Alors. Ah merde, je sais pas à quel chapitre on est. Euh, Bon, 31 ou 32.
Hop, hop, c'est fait. C'est fait. Coquine, hein, Guenièvre. La théorie de Jean Marcal, pour ceux qui débarquent, et d'ailleurs je conseille à tout le monde d'aller dans la playlist et de commencer les, les lectures à partir du début, tant qu'à faire. Donc selon Jean Marcal, Guenièvre, c'est une chaudasse et elle se les est tous tapés. Voilà, je tenais à le dire et le redire. Là-dessus, Galeotte quitta la reine, mais il savait maintenant à quoi s'en tenir à propos du chagrin de Lancelot. Il alla donc retrouver celui-ci et lui raconta tout ce qui s'était passé entre lui, Arthur et ses compagnons, sans oublier la conversation qu'il avait eue avec Guenièvre. Que dois-je répondre à la reine demanda-t-il. Lancelot se mit à soupirer. Je ne sais, répondit-il. Ami, reprit Galeotte, je ne saurais mieux te conseiller qu'en te disant d'accepter de rencontrer la reine. Puisqu'il en est ainsi, dit Lancelot, agis comme bon te semble. La reine Guenièvre était certainement la plus belle femme qui fût jamais vue depuis Hélène, la sans pareille, femme du roi Ménélas. Elle était grande, droite et bien faite, ni grosse ni maigre, mais entre les deux. Ses seins bien placés, menus, blancs et serrés, soulevaient sa robe comme deux petites pommes très dures. Sa taille était étroite, ses reins assez larges pour mieux souffrir les jeux de l'amour. Ses bras étaient ronds, longs et pleins, ses doigts très fins, ses mains pour mieux souffrir les jeux de l'amour. Genre, elle baise avec des lapins, quoi, tu vois. Mais c'est bien dit, hein, mais en gros, ça veut dire que c'est une chienne. Et bah, c'est de plus en plus cocasse, hein. Alors, elle était si avenante de corps et de membres qu'on n'y trouvait aucun défaut. Ses cheveux étaient blonds et luisants comme une coupe d'or, et ils retombaient en tresses souples jusqu'à ses hanches. Elle avait les yeux verts et brillants comme ceux d'un faucon de montagne, les sourcils bruns et déliés, la peau plus blanche que celle d'une sirène ou d'une fée, plus tendre que la fleur de mai, plus fraîche que la neige qui vient de tomber. Son front était lisse comme le cristal, ses lèvres vermeilles, un peu charnues, comme invitant au baiser, ses dents claires, riantes, bien dessinées. Bref, elle avait l'air d'un ange descendu des nuées célestes pour le bonheur des humains. Mais autant sa beauté était grande, autant sa sagesse et ses manières étaient exceptionnelles, oui la preuve, et tous ceux qui l'approchaient ne cessaient de vanter ses mérites. 4 jours s'écoulèrent, et la reine s'impatientait. Chaque fois qu'elle se trouvait en présence de Galeotte, elle le priait de hâter l'entrevue, car elle soupçonnait bien que le chevalier aux armes noires n'était pas aussi loin qu'on le disait. Enfin, le 5e jour, comme elle lui demandait des nouvelles, Galeotte répondit. Elles sont bonnes. La fleur des chevaliers est arrivée. Le cœur de Guenièvre en tressaillit de joie. Je suis heureuse, dit-elle, mais comment faire pour le voir en secret? Je ne tiens pas à être l'objet de médisance. Je comprends, dit Galeotte. Aussi vais-je t'expliquer ce que nous allons faire. Il lui montra alors un coin de la prairie, tout couvert d'arbrisseaux, et il lui recommanda de venir là au crépuscule, seule ou avec une suivante en qui elle avait toute confiance. Baudou ami, s'écria-t-elle, tes paroles me ravissent de contentement. Plût au ciel qu'il fit nuit tout de suite. Toute la journée, elle devisa de choses et d'autres pour tromper son impatience. Enfin, le soir venu, elle prit la main de Galeotte et lui demanda de l'accompagner à la promenade, et elle fit la même proposition à la dame de Malheureux. Puis ils s'en allèrent alors, par les prés, jusqu'au lieu du rendez-vous. Galeotte et la reine s'assirent sous les arbres, un peu à l'écart de la dame de Malheureux. J'ai demandé à mon sénéchal d'amener ici celui que tu attends, expliqua Galeotte. La sœur de Guenièvre, le cœur de Guenièvre, battait très fort. Pendant ce temps, le sénéchal et son compagnon passaient le gué et s'en venaient à travers
à travers la prairie. Lancelot était si beau qu'on n'eût point trouvé son égal dans tout le pays. Aussi, dès qu'elle aperçut son ancien prisonnier, la dame de Maléhaute le reconnut fort bien. Mais lorsqu'il passa en la saluant, elle baissa la tête pour que lui-même ne la reconnût point. Quand il arriva devant la... Ils ont une fâcheuse tendance à pas se reconnaître, ces gens-là. Quand il arriva devant la reine avec le sénéchal, Lancelot tremblait si fort qu'à peine put-il mettre genou à terre. Il avait perdu toute couleur et baissé les yeux comme en proie à la honte. Alors Galeotte, qui s'apercevait du trouble de son ami, demanda au sénéchal d'aller tenir compagnie à la dame de Maléhaut. Dès qu'il se fut éloigné, la reine releva par la main le chevalier agenouillé et le fit asseoir à côté d'elle sur l'herbe tendre. « Seigneur, dit-elle en riant, nous t'avons beaucoup désiré. Enfin, par la grâce de Dieu et de Galeotte, nous réussissons à nous voir. Encore ne suis-je pas entièrement sûre que tu es bien celui que je demande. Galeotte me l'a dit, certes, mais j'aimerais bien l'apprendre de ta propre bouche. Qui es-tu » Lancelot n'osait pas encore regarder son visage. En guise de réponse, il murmura qu'il n'en savait rien. C'est trop mignon. Alors, voyant que son trouble augmentait, Galeotte se décida à agir. « Je suis bien grossier, dit-il, de laisser les autres sans compagnie. » Et se levant, il alla rejoindre son sénéchal et la dame de Maléhaute. « Seigneur chevalier, reprit la reine, pourquoi ce mystère? Pourquoi t'obstines-tu à cacher ton nom? Es-tu vraiment le chevalier aux armes noires qui fit tant de prouesses l'autre jour ?» Comme Lancelot ne répondait toujours pas, Guenièvre comprit alors que c'était par modestie. Il ne voulait assurément pas qu'on parlât de sa vaillance. Elle n'insista pas davantage, mais se résolut à tenter autre chose. « Qui donc t'a fait chevalier? Dame, répondit-il immédiatement, c'est toi-même. Comment cela? Dit la reine, faisant semblant d'être étonnée. Alors Lancelot se mit à parler. Il lui dit comment la dame du lac l'avait conduit à la cour du roi Arthur, vêtu d'une robe blanche, et comment il avait été adoubé le dimanche suivant. Mais le roi n'avait pas eu le temps de lui ceindre l'épée, et c'était d'elle qu'il tenait la sienne. Il était donc son chevalier. Puis il raconta tout ce qu'il avait fait depuis. Quand elle sut que c'était lui qui avait conquis la douloureuse garde et qui en avait levé le sortilège, elle se souvint de ce que lui avait dit la jeune Saraïde, l'envoyée de la dame du lac. Elle s'écria « Je sais bien qui tu es Lancelot du lac, fils du roi Ban de Bénoïc. » Lancelot se réfugia dans le silence. Elle reprit « Maintenant, je voudrais que tu me dises pour qui tu as fait cela. Je ne le répéterai à personne. Je suis sûre que si tu as accompli tant de prouesses, c'est pour l'amour d'une dame. Par la foi que tu me dois, quelle est-elle » Ah, répondit Lancelot, je vois qu'il me faut l'avouer. Cette dame, c'est toi, reine Guenièvre. Pourtant, fit la reine, ce n'est pas pour moi que tu as rompu les 2 lances qu'on t'avait apportées l'autre jour, car mon nom n'était pas lié au message. Je l'ai fait pour elle. J'ai fait pour elle ce que je devais, et pour toi ce que je pouvais. Belle réponse, fit la reine rêveusement. M'aimes-tu donc tant que cela? Dame, je n'aime ni moi ni autrui autant que toi. Et depuis quand m'aimes-tu? Depuis l'instant où je t'ai vue pour la première fois. Oh. À ce moment-là, la dame de Maléhaute toussa et écarta son voile. Lancelot se retourna et reconnut son visage. Il en éprouva tant d'inquiétude que ses yeux se mouillèrent d'angoisse. Guenièvre, un peu surprise, s'aperçut qu'il regardait ailleurs, et bien qu'elle fût persuadée en elle-même de la sincérité du chevalier, elle décida de le mettre à l'épreuve. Je ne demande qu'à te croire, dit-elle, mais quelque chose m'intrigue. Il y a un instant, tu as regardé une autre femme que moi, et tu en étais tellement ému que tu as versé quelques larmes. D'ailleurs, tu es tellement confus que tu n'oses plus regarder de ce côté-là. Je me demande si ta pensée m'appartient autant que tu le prétends. Lancelot était au désespoir. Ah, dame, s'écria-t-il, ce que tu dis est impossible. Depuis le moment où je t'ai vue, aucune femme n'a pu gagner mon cœur. J'ai vu ce que j'ai vu, fit la reine, en insistant lourdement pour le tourmenter, car elle savait fort bien que c'était elle qui l'aimait d'amour. Ton corps est près de moi, c'est vrai, mais ton cœur est ailleurs, reprit-elle d'une voix sévère.
Ils sont masos, les mecs, hein, de toute façon. Elle a raison, Guenièvre, hein. C'est comme ça qu'il faut parler aux mecs. Moi, quand j'étais douce et gentille avec les garçons, je récoltais que de la merde, hein. Hop. Bah, maintenant, je récolte pas grand-chose non plus, mais au moins j'ai la paix. Alors, je ne demande qu'à te croire, dit-elle, mais quelque chose. Oui, ça, on l'a lu. Lancelot était au désespoir. Ah, dame, s'écria-t-il, ce que tu. Ah oui, j'ai déjà lu. Euh, C'était trop pour Lancelot qui ne put en supporter davantage. Son angoisse fut telle qu'il faillit s'évanouir de douleur. En le voyant pâlir, la reine le prit par les épaules pour l'empêcher de tomber, et appela Galeotte, qui se précipita pour soutenir Lancelot, disant à la reine: Ah, dame, à force d'être si cruelle avec lui, tu finiras bien par le faire mourir. Mais, insista Guenièvre, il prétend que c'est pour moi qu'il a accompli toutes les prouesses qu'on lui connaît. Crois-tu vraiment qu'il dise la vérité? Non seulement je le crois, répondit Galeotte, mais j'en ai la certitude absolue. C'est le plus preux et le plus loyal chevalier que j'ai jamais connu. Sois-en assuré, il t'aime plus que lui-même. Je ne demande qu'à le croire, mais qui puis-je? Il ne me demande rien. Ah, c'est marrant, j'ai connu cette situation. Noble reine, dit Galeotte, s'il ne te demande rien, c'est qu'il n'ose. On tremble toujours quand on aime, et plus encore lorsqu'on aime d'amour fou. Je te prie donc en son nom de lui octroyer ton amour, de le prendre pour ton chevalier et de devenir sa dame pour toujours. Ainsi le feras-tu plus riche que si tu lui offrais le monde entier. Scelle ta promesse d'un baiser, devant moi en témoignage d'amour véritable et partagé. Ainsi parla Galeotte, fils de la géante, seigneur des îles lointaines, en faveur de Lancelot, si ému qu'il ne put rien répondre. Promenons-nous ensemble tous les trois, comme si nous nous devisions, dit Galeotte. Alors ils marchèrent dans le pré, en direction de la rivière, et la reine, voyant que Lancelot n'osait faire le premier pas, le prit par le menton, et ils firent: Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Ah, pouf. Voilà, vraiment. Et j'en étais où, du coup? Non, non, c'est pas dans le texte, ça, hein. Donc elle lui prit le menton et, devant Galeotte, le baisa longuement sur la bouche. Mais la dame de Maléotte n'avait rien perdu de la scène. Ami très cher, murmura Guenièvre à Lancelot, je suis tienne et j'en ai grande joie. Mais veille à ce que la chose demeure secrète, car je suis une des femmes dont on dit le plus de bien, et si ma réputation se perdait, notre amour en serait terni à jamais. Quant à toi, Galeotte, tu es le garant de notre amour. Si quelque mal m'en advenait, tu en serais responsable, tout comme tu es responsable de ma joie et de mon bonheur. Ce sont les conditions absolues de l'amour courtois, ou fine amour, telles qu'elles apparaissent au XIIe et XIIIe siècle, autant dans les traités théoriques que dans les récits romanesques. Quant à toi, Galeotte, oui, je le sais, répondit Galeotte, mais j'ai une faveur à te demander, que tu sois garante toi-même de notre amitié, à Lancelot et à moi. Certes, répondit Guenièvre, j'y consens volontiers. Elle prit Lancelot par la main droite et Galeotte par la main gauche. Galeotte, dit-elle, je te donne à jamais à Lancelot du lac. Lancelot, je te donne à jamais à Galeotte, seigneur des îles lointaines. C'est bien, le même jour, il se marie avec un mec et une femme. C'est cool. Alors, il s'agit là d'un bien étrange rituel qui, bien que relaté dans un récit très christianisé, remonte au temps lointain du paganisme. Rituel sexuel où s'imbriquent homosexuel et hétérosexualité. Ouais, t'aurais pu dire bisexualité. L'une n'allant pas sans l'autre, semble-t-il. L'adjonction ultérieure de la dame de Maléhaute à cet étrange trio ne fait que confirmer l'archaïsme de ce rituel si peu conforme à l'esprit chrétien qui anime pourtant les rédacteurs de la légende du Graal. Ben, comme quoi, vous y connaissez rien à l'esprit chrétien, visiblement.
Et je pense que la sexualité à l'époque n'était pas tabou, comme comme elle le fut plus tard. Et que c'est de pire en pire d'ailleurs, hein, visiblement. Merde, j'ai faim. Bon, il était temps, hein, ça fait plusieurs jours que je mange rien. Alors, hop. Toi, quand on a le nez bouché, on n'a pas très faim, hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à manger? Une soupe chinoise? Non. Ah non, j'ai besoin de manger un gros truc. Un plat de brasserie. Un truc consistant. La nuit était complètement tombée, mais le temps était clair et serein, et la lune luisait sur les prés. Lancelot et Galehotte accompagnèrent la reine jusqu'à son pavillon, puis prirent congé d'elle avant de regagner le camp de Galehotte. Là, s'étant couchés dans le même lit, ils parlèrent toute la nuit de ce qui leur tenait le plus à cœur. La reine, cependant, ne pouvait pas dormir. Elle sortit de son pavillon et se mit à rêver. La dame de Maléhote, la voyant seule, s'approcha tout doucement. Ah, murmura-t-elle, bien meilleure est la compagnie de quatre. Et comme la reine ne paraissait pas avoir entendu, elle répéta sa phrase. Que veux-tu dire par là demanda Guenièvre. Dame, j'ai peut-être parlé plus qu'il ne convenait, et je dois m'en expliquer. J'ai vu ce qui s'est passé dans le verger. Je t'ai vu échanger un baiser avec le chevalier. Tu ne peux mieux placer ton cœur, car tu es l'être qu'il aime le plus au monde. Je le connais bien. Je l'ai retenu prisonnier pendant longtemps, et c'est moi qui lui ai donné ses armes vermeilles, puis ses armes noires. L'autre jour, quand je l'ai vu si pensif au bord de la rivière, j'ai bien deviné qu'il t'aimait. Et pourtant, je l'aimais moi aussi, et j'ai tenté d'obtenir son cœur. Hélas pour moi, son amour pour toi est le plus fort, et je m'en réjouis, car tu es certainement la plus belle femme qu'on ait jamais vue en ce monde. Je te remercie de ta franchise, répondit Guenièvre, mais je voudrais encore savoir quelque chose. Pourquoi dis-tu que meilleure est la compagnie de quatre? J'avoue que je ne comprends pas bien. Dame, bientôt Galehotte et son ami partiront pour le pays de Sorelois. Mais où qu'ils se trouvent, ils pourront ensemble parler de toi. Tu demeureras ici, toute seule, et toi, tu ne pourras parler de lui à quiconque. S'il te plaisait que je fusse la quatrième dans votre secret, tu pourrais m'entretenir de lui. Belle amie, répondit la reine, ta requête me touche profondément. Oui, tu seras la quatrième à partager notre secret. Bah, de toute façon, elle n'a pas trop le choix. Mais sache bien que je ne saurais plus me passer de toi, car lorsque j'aime, personne ne peut aimer plus que moi. Oh. Et elle apprit à la dame de Maléhote que le chevalier aux armes noires se nommait Lancelot du Lac, et qu'il était le fils du roi Ban de Bénoïc. Elle prit également soin de dire que Lancelot avait pleuré en la regardant. Puis elle voulut à toute force que sa nouvelle amie partageât son lit. Allez, hop là, tournée générale. Hop, c'est ce que j'appelle tournée. Mais d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tournée générale. C'est un peu ça, hein. Ça parle des adultères, des enfants qui ont l'air d'être des adultes mais qui n'en sont pas. Mais qui sont obligés d'avoir l'air d'adultes pour pas que ça se voit qu'ils sont des enfants. Non mais n'importe quoi. Bon bref. Quand elles furent couchées, Guenièvre demanda à la dame de Maléhote si elle avait un ami. La dame, qui songeait à Lancelot, lui répondit qu'elle n'avait jamais aimé qu'une seule fois, mais seulement en pensée. Alors la reine décida qu'elle la lirait à Galehotte. Oh, la boucle est bouclée. Ah, voilà. Ainsi est bouclée la boucle. Les quatre personnages sont désormais liés deux par deux. Mais au lieu de deux couples selon l'apparence, il y en a quatre. Lancelot Guenièvre, Lancelot Galehotte, Galehotte Dame de Maléot, Guenièvre Dame de Maléot, le tout formant une sorte de fratrie de nature ésotérique et secrète. Quand elles furent couchées, Guenièvre demanda à la dame de Maléhote si elle avait un ami. Le lendemain, de bonne heure, elles retournèrent à la prairie aux arbrisseaux, accompagnées de quelques suivantes. La reine dit à la dame de Maléhote qu'elle chérirait cet endroit à tout jamais. Puis elle se mit à faire l'éloge de Galehotte,
du mieux qu'elle le put, déclarant que c'était le plus sage et le plus noble des chevaliers de ce temps. Et elle ajouta que, lorsqu'il connaîtrait la nouvelle amitié qui les liait, il en aurait grande joie. C'est pourquoi, un peu plus tard, quand Galeotte vint converser avec le roi Arthur, elle le tira à part et lui demanda s'il aimait d'amour une femme ou une jeune fille. Non, répondit Galeotte, je n'ai pas d'amis. Sais-tu pourquoi je te demande cela? Puisque c'est toi qui m'as conduite à m'engager auprès de Lancelot, je veux moi-même te conduire à t'engager auprès d'une femme. Celle que je t'ai choisie, tu n'auras pas à en rougir. Elle est dame noble et riche d'honneur. C'est la dame de Malerothe. Dame, le choix me convient, et je ferai selon ta volonté. Elle fit appeler la dame de Maléotte et lui dit, au nom de Dieu, je veux donner ton cœur et ton corps à un homme qui est digne de toi. Es-tu prête à suivre ma volonté et mon désir le plus cher? La dame, il joue un petit peu à la poupée Barbie, là. Genre, tu sais, quand on fait baiser Ken et Barbie ensemble. La dame de Maléotte répondit qu'elle acceptait de grand cœur ce que lui proposait la reine. Alors Guenièvre les prit tous les deux par la main. Seigneur chevalier, dit-elle à Galeotte, je te donne à cette dame comme amie loyale de cœur et de corps. Puis elle s'adressa à la dame. Dame, je te donne à ce chevalier comme ami loyal de cœur et de corps. Tous deux se laissèrent faire avec grande joie, et la reine voulut qu'ils échangeassent un baiser et qu'elle en fût le témoin. Après quoi, ils avisèrent sur les moyens de se rencontrer tous les quatre, et rendez-vous fut pris cette même nuit dans la prairie aux arbrisseaux, qui était bien propice à abriter les amours discrètes. D'après le Lancelot attribué à Gauthier Mappe. Et on en revient à la famille Manson. Voilà. Donc c'est la famille Manson bis, parce que la première c'était Taliesin, Merlin et les meufs et Gwendid, la sœur de Merlin et Morgane. C'est la petite bande quoi. Bon bref, je m'égare, c'est pas grave. Hop, c'est fini. Alors, prochain chapitre, la charrette d'infamie, qui sera, Dieu soit loué, un plus petit chapitre, que je pourrais faire d'une traite, sans pâlir.